Et bonjour à toutes et tous qui nous rejoignez. Bonjour Arnaud, bonjour Claire, et même bienvenue à Xavier qui s'est un peu perdu sur un live Bubble, on ne sait pas exactement pourquoi. Hem, donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mais vu les personnes que je vois dans le chat, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Moi je suis Pierre Simonin, salut Kissy Ragout. Moi je suis Pierre Simonin, je suis freelance no code, je suis membre de No Code France, et je développe sur Bubble depuis 4 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'entame une série sur les bonnes pratiques sur Bubble. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des lives avec du développement, en direct sur Bubble où, forcément j'expliquais un peu ce que je faisais, les pratiques et cetera, mais c'était très pratique et un petit peu théorique. Là, je vais plutôt faire le contraire, c'est-à-dire on va faire beaucoup de théorique, un peu de pratique. Et pour commencer, on va parler des reusable elements, plus en détail, parce que je pense que c'est un point d'une part essentiel et d'autre part assez mal utilisé par beaucoup de gens aujourd'hui. Mais avant de commencer, posons-nous la question, c'est quoi la différence entre un ou une bon dev bubble et un ou une mauvais dev bubble? Alors, c'est assez simple, c'est-à-dire que le mauvais dev, il fait une app et elle marche, quoi. Le bon dev, il fait une app, elle marche. Mais c'est un bon dev, clairement. Voilà. Vous aurez la ref ou pas, non, en fait, tout ça pour vous dire que être, un bon ou une bonne dev sur Bubble et en général, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le fait que l'app marche ou pas. Il est tout à fait possible, hem, de d'avoir une app qui marche totalement et qui est horrible, et qui est en fait une mauvaise app qui est mal développée et ça va poser tout un tas de problèmes par la suite. Donc il faut, comprendre que quand on est un bon dev ou une bonne dev Bubble, heu, notre app, elle ne fait pas que marcher. Elle est sécurisée, elle est performante, elle est optimisée, elle est agréable à utiliser, et surtout, c'est le point auquel on pense pas, surtout quand on débute, le développement, surtout elle est maintenable. Une app maintenable, ça veut dire qu'on va pouvoir la faire évoluer, on va pouvoir la modifier, on va pouvoir revenir dessus, X semaines, mois, années dessus, sans avoir à s'arracher les cheveux pour comprendre comment elle marche. Et pour tout ça, en fait, les bonnes pratiques, c'est absolument essentiel. Et aujourd'hui, on va parler des bonnes pratiques autour des reusable elements. Hem, pour aller plus loin, si ça vous intéresse, ce sujet des bonnes pratiques, je vous recommande une vidéo que je vous mets, hem, en commentaire, pour les personnes qui nous regardent en replay. Déjà, je vous souhaite la bienvenue et ce sera sous la vidéo, dans la description de la vidéo YouTube. Hem Et cette vidéo, donc c'est une vidéo, de Ricardo Alves qui a fait une présentation pendant le Dev Day qui était la semaine dernière, organisé par Sarah, Esteve et Kelly que je salue au passage. C'est un événement, indépendant sur Bubble, avec du beau monde qui fait des présentations sur des sujets divers et variés. Et j'ai particulièrement été marqué par cette présentation, qui présentait un certain nombre de bonnes pratiques. C'est en anglais, mais voilà, si ça vous intéresse et que vous maîtrisez l'anglais, je vous recommande, d'y jeter un œil, c'est vraiment, intéressant. On va pas faire exactement le même exercice aujourd'hui. Ça, c'est une vidéo qui parle des bonnes pratiques en général, un peu sur tous les aspects. Là où nous, on va vraiment se concentrer sur les reusable elements. C'est plutôt une vidéo qui s'adresse aux devs intermédiaires ou confirmés, parce qu'il explique pas, vraiment il revient pas, sur les bases. Aujourd'hui, le but, c'est plutôt, de parler aux débutants et intermédiaires, même si j'ose espérer que les personnes avec plus d'expérience, y trouveront également, leur compte, ne serait-ce que pour échanger une bonne pratique, prendre les miennes, donner les vôtres et cetera. Une des raisons pour lesquelles, j'ai beaucoup apprécié la présentation de Ricardo, c'est que alors j'ai, appris des choses, voilà, il y a quelques points que je savais pas. Il m'a donné des idées aussi, des choses auxquelles je n'avais jamais pensé, et en voyant ça, je me dis: «Hey, c'est pas mal». Et aussi, finalement, ça m'a permis de confirmer, parce que là, les bonnes pratiques que je vais présenter aujourd'hui,
c'est de l'itération, c'est oui, j'ai discuté avec des collègues, un peu à droite à gauche, ce qui m'a permis aussi de prendre des bonnes pratiques, mais c'est aussi beaucoup des pratiques que j'ai créées tout seul dans mon coin, et c'est rassurant de voir que, bah, en fait, quels que soient les devs avec qui on parle, heu, on converge un peu, on arrive un peu toutes et tous aux mêmes bonnes pratiques. Donc je dis pas que ce que je vais vous présenter aujourd'hui est universel, mais en attendant, c'est pas non plus juste ma pratique à moi et une autre personne qui développe sur Bubble va faire totalement différemment. Alors, on parle des reusable elements, c'est parti et pour commencer donc, on va faire ça à travers 9 vraiment, bonnes pratiques, et utilités des reusable elements. Le premier, c'est assez transparent puisque c'est littéralement, la traduction du nom reusable elements, c'est que les reusable elements permettent de réutiliser des éléments. Donc quand on est sur Bubble déjà, pour préciser de quoi on parle, en haut à gauche, on a les pages et en dessous les reusable elements. C'est marqué en gris, c'est absolument illisible, mais ils sont là. On peut en ajouter des nouveaux. On ne peut pas les classer, par dossier et autres, ce serait trop beau. On a, juste cette liste un peu longue, mais en pratique, ça se fait bien. On en reparlera juste après. Et je suis en train d'expliquer ce que j'ai sur mon écran, mais je ne diffuse pas mon écran, c'est embêtant. Je reprends donc ici, on a en haut les pages, en dessous les reusable elements, donc le titre tout gris dont je parlais, il est là. Là, on a la liste des reusable elements, ça c'est une nouvelle app, je n'en ai qu'un seul pour l'instant, et on peut ajouter les reusable elements ici. Donc un reusable element, c'est ça, c'est ce qu'on a ici dans cette liste. C'est un élément que l'on va mettre sur une page ou dans un autre reusable element et qui, concrètement, l'utilisation la plus évidente, c'est que Heu, l'utilisation la plus évidente, c'est que si on veut utiliser 2 fois un même élément dans l'application, on va plutôt que de le copier-coller, ce qui est très embêtant parce que dès qu'on veut faire une modif, il faudra la faire aux 2 endroits à la fois, heu, donc on va créer, tout ce qu'on veut dans le reusable element et c'est ce reusable element qu'on va mettre à plusieurs endroits de l'application. Donc concrètement, ça veut dire que tout élément, alors gros ou petit, qui est susceptible d'être utilisé au moins 2 fois, dans l'application, doit être dans un reusable element. Et c'est vrai même s'il est un peu différent. Parce que ce que je vois aussi, c'est des gens qui vont, faire des reusable elements, heu, quand ils réutilisent, des éléments vraiment strictement identiques, typiquement le header, le footer, ça c'est les choses qui sont, déjà c'est les reusable elements qui existent par défaut, sur beaucoup d'apps, donc les gens vont les utiliser, beaucoup plus facilement et après quand ils vont réutiliser, quelque chose strictement identique, ils vont faire un reusable element, mais dès qu'il y a la moindre petite modification, ils disent: «Ah non, c'est plus un reusable element, parce que je dois modifier les choses». Donc non, même s'il y a quelques différences, ça doit être un même reusable et vous allez utiliser des paramètres pour modifier, les enfin ce qui doit changer, quoi. Si 2 éléments, sont identiques à 80, il y a que 20 qui changent, c'est un seul reusable element et ces 20 vous, les gérez avec des paramètres. Donc, si on prend ici un exemple, voilà, j'ai une application, on présente des outils no-code. Je suis en train de refaire outilsnocode.com sur Bubble. C'était sur Software, mais le changement de pricing de Software et de philosophie, on va dire, de l'outil, font que je me projette pas trop à long terme dessus. Donc j'ai choisi de faire ça sur Bubble. J'avais envisagé Xano et un front, mais le problème, c'est le budget. Une application Bubble, je peux, investir le budget pour la garder en ligne, il y a pas de souci. Déjà, rien que payer un hébergement Xano, ça pique un peu, quoi et en plus, il faut payer le front. Donc voilà, je développe ça sur Bubble, et là, par exemple, j'ai vraiment le header. Ici, j'ai le logo de l'outil, le nom de l'outil, s'il y a, voilà, s'il y a un alias, par exemple, make en dessous ex integromat. Ici, c'est les catégories de l'outil et cetera. Donc vraiment très classique, mais si on se dit: «En fait, là, des fois, j'aimerais avoir exactement la même chose,
mais des fois, je veux juste afficher les données, des fois je veux pouvoir les modifier, et cetera, et je vais vraiment avoir du mal, avec ce partage d'écran parce que la plupart du temps, je ne montre rien. Merci Arnaud de me le rappeler. Donc, voilà, j'ai mon reusable, le logo, le nom, heu, le sous-titre, les catégories, et cetera, et si je me dis, en fait, là, je veux être capable, dans ce même élément, des fois d'afficher les informations et des fois de les modifier, je vais prendre mon reusable element, je vais mettre une propriété edit mode dynamique qui est de type yes no, et là, bah, comme ça, je vais pouvoir dire, bah, par exemple, le logo, j'ai mis une condition, je n'affiche le logo que s'il est renseigné. Mais maintenant, je vais mettre une nouvelle condition. Je vais dire si, est-ce qu'il est là mon, ah ouais, il veut pas mon header. Ça arrive des fois. Donc, des fois, dans une expression, il veut pas qu'on récupère un élément en particulier. Donc il faut simplement le mettre dans un autre, mettre l'expression dans un autre élément et la copier-coller. Donc, si on est edit mode et non, et le logo est renseigné, alors à ce moment-là, on va afficher l'image. Et sinon, on va mettre un picture uploader. Voilà. Et donc ce picture uploader, bon, j'aime pas les auto-binding sur les images, mais là, pour l'instant, c'est juste pour la démo, on va faire ça comme ça. Et donc ce picture uploader, évidemment, on ne l'affiche pas toujours, mais on l'affiche uniquement quand edit mode et yes. Et là, concrètement, j'ai un reusable element, et en fonction du mode que je veux, est-ce que c'est, edit oui ou non, à ce moment-là, je vais afficher juste le logo ou alors le picture uploader qui me permettra d'aller modifier le logo. C'est, voilà, c'est juste un exemple, et évidemment je le pousse pas au bout, sinon on en a pour 3 heures. Mais vous voyez l'idée? Xavier, alors je vais le partager parce que c'est rare, Xavier fait un compliment à Bubble. Les reusable elements, c'est vraiment une feature que je trouve vraiment bien faite dans Bubble. Je suis d'accord. On est d'accord que Bubble n'est pas un outil parfait. C'est un outil très puissant et qui a énormément d'avantages, mais aussi énormément d'inconvénients. C'est pour ça qu'il faut savoir quels sont les projets qui s'y prêtent ou pas. Mais c'est vrai que parmi les quelques fonctionnalités qui font ressortir Bubble du lot, les reusable elements sont vraiment, quelque chose d'important. Donc effectivement, bien les comprendre et bien les utiliser, heu, c'est, heu, c'est quelque chose d'important, et hem, donc là, on était sur le premier point, réutiliser les éléments. Le le truc, c'est que les reusable elements, comme leur nom, ne l'indique pas, ne servent pas qu'à réutiliser des éléments, vraiment. Heu, alors déjà, il y a cette notion de, on ne sait pas toujours quand on va avoir besoin de réutiliser un élément ou pas. Des fois, on se dit: «Non, mais ce truc-là, c'est juste là», et en fait, non. Donc, même chose qu'on n'a pas l'intention de réutiliser, potentiellement, on en aura besoin ailleurs. Donc déjà, rien que pour ça, faire un reusable element, ça peut être utile. Mais surtout, les reusable elements ne servent pas que pour les éléments qu'on va réutiliser, plusieurs fois. Moi, j'ai des apps avec des dizaines, voire des centaines de reusable elements. La plupart ne sont utilisés qu'une seule fois, et pourtant, le faire dans un reusable element est une bonne idée, et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Donc la deuxième raison, au-delà de la réutilisation, ça va être la rationalisation. C'est-à-dire qu'une app dans laquelle il y a beaucoup de choses sur la même page, donc là je vous montre une application que j'ai développée et que je continue à développer pour un client. La page admin est une ancienne page, et voilà, c'est quelque chose que j'ai développé, il y a 2 ans et demi. J'avais pas encore toutes les bonnes pratiques, et cetera, et quand on voit là, tout est dans la page. Il y a très, très peu de violets. Ce qui est en violet, là, comme là par exemple. Ah, j'oublie encore de montrer mon écran, décidément je vais pas y arriver. Voilà, donc
Je disais, hop, je vais mettre un peu plus de place. Il est compliqué à choper celui-là. Voilà. Donc là, vous voyez la quantité d'éléments sur cette page. Il y a très très peu d'éléments en violet ici. Les éléments en violet, ce sont les reusable elements. Heu, Tout est, voilà, il y a que des éléments noirs. Les éléments noirs, ce sont tous les autres éléments qui ne sont pas des reusable. Ça, c'est une mauvaise page. Elle marche très bien, elle est très utile, mon client y passe sa vie, mais c'est une page qui est mal développée parce qu'il n'y a pas de reusable element ou très peu. Le problème que ça pose, le premier problème que ça pose du moins, c'est que on va avoir trop de trucs. Dès que je veux trouver quelque chose, dès que je veux faire une modification, il faut que je vienne sur cette page et que je déplie les menus un par un, que je retrouve concrètement où sont les choses. Là, j'ai des centaines d'éléments sur cette page. Quand je vais sur les workflows, c'est la même chose. J'en ai des dizaines. S'y retrouver, c'est très compliqué. Alors que cette page, c'est vraiment, bah, c'est de l'admin, mais c'est des onglets tout bêtes où je vais gérer, d'un côté, les données, par défaut qui s'affichent dans l'app, de l'autre côté les templates d'email et puis les utilisateurs et cetera. Ce sont des choses qui sont très, très compartimentées. Donc j'aurais pu faire un reusable les templates d'email, un reusable, les données par défaut, un reusable les users, il y a aucun souci. Et déjà, rien qu'en faisant ça, je vais couper, en fait, le contenu de ma page en plusieurs éléments. Donc concrètement, je vais beaucoup plus facilement m'y retrouver. Et si on prend une page beaucoup plus récente et beaucoup mieux développée, donc la page Workspace, ça c'est la page sur laquelle, les clients font l'essentiel du travail. Cette page est la plus complexe de l'application. Elle est beaucoup, beaucoup plus complexe que la page admin que je viens de vous montrer et pourtant, quand on regarde les éléments qu'il y a sur la page, il y en a que quelques dizaines. Il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est beaucoup plus facile à gérer concrètement, c'est-à-dire que quand je veux modifier une fonctionnalité particulière, j'ai juste à aller sur le reusable element qui correspond, et j'ai pas besoin d'aller m'y retrouver dans une page absolument, enfin dans un qui devient un dédale, quoi. Donc l'intérêt, trouver plus facilement ce qu'on cherche dans l'app, perdre moins de temps à parcourir des centaines d'éléments et aussi avoir un éditeur qui rame moins, hein. On parlait des avantages et des inconvénients de Bubble. Un des inconvénients de Bubble, c'est que l'éditeur, bon, il y a certaines fonctions déjà qui sont pas très, très optimisées en termes d'UX, mais aussi il rame beaucoup. Voilà, quand vous passez votre journée à développer sur Bubble, vous allez potentiellement avoir plusieurs fois votre éditeur qui, se met à ramer ou qui crache parce que niveau mémoire, il en peut plus. Enfin, plutôt c'est le PC qui n'en peut plus de la mémoire, que demande l'éditeur. Hem, donc ça, c'est pour le deuxième point. Le troisième point, ça va être de réduire le niveau de complexité. Alors on pourrait, penser que c'est la même chose que rationaliser, vraiment compartimenter les informations. C'est pas exactement la même chose. Le niveau de complexité, il est pas directement lié, au nombre d'éléments que je vais avoir sur ma page. Heu, il est plutôt, lié au niveau d'imbrication des éléments entre eux. On peut avoir une page avec énormément d'éléments, mais qui pour autant est pas très complexe, parce que comme j'expliquais avant, c'est des onglets très différents qui n'interagissent pas du tout entre eux, et ça va. Ou alors on peut avoir une page, avec 5 fois moins d'éléments, mais chacun de ces éléments, chacun des workflows fait appel à des éléments à droite, à gauche. Heu et heu et du coup, ça fait une grosse complexité parce que dès que je modifie une chose, potentiellement, ça a des impacts partout dans ma page. Hem, Toucan Pentu nous demande quel est le meilleur navigateur pour limiter ses crashs, Chrome j'imagine. Alors, je ne sais pas, honnêtement, moi j'utilise Chrome, parce que c'est souvent là-dessus que les sites sont les plus optimisés. Heu, il paraît que Chrome est pas très, très bon pour gérer la mémoire, mais j'avoue, j'ai pas trop testé d'autres choses. Hem Et donc, sur une page, on peut avoir beaucoup de complexité et les reusable elements, ça nous contraint aussi à réduire le niveau de complexité. C'est-à-dire qu'on va se forcer à compartimenter. On va pas avoir des éléments qui, heu, qui sont tous liés les uns aux autres. On va avoir des reusable elements plus petits. Ces reusable elements peuvent communiquer entre eux, on va voir, juste après comment, heu mais
c'est un microcosme, c'est vraiment un écosystème, à part entière, le reusable element. Tout ce qu'il y a à faire se passe dans ce reusable element, ce qui fait qu'on va concrètement théoriser, on va dire, le découpage entre ces reusable elements et les interactions qu'ils doivent avoir, pour avoir des reusable elements aussi élémentaires que possible et les moins complexes, possibles. Donc, concrètement, ça veut dire que quand on a une fonctionnalité, quand on a une fonctionnalité à modifier, on sait dans quel reusable element on doit aller, et on sait, aussi ce que l'on doit faire, enfin, on sait ce que l'on doit changer, mais on sait aussi quelles répercussions ça va avoir, parce que c'est vraiment dans cet écosystème du reusable element. On n'est pas en train de changer toute la page quand on change un élément du reusable element. Donc, un reusable element, c'est égal à un usage, c'est égal à des paramètres précis. Alors en input, en output, pareil, on va y revenir. Mais se forcer, des fois c'est une contrainte hein, de développer comme ça. C'est vrai que la facilité, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore totalement les techniques pour le faire efficacement, se forcer à bien découper dans des reusable elements, ça peut représenter un challenge. Ça apporte des difficultés, mais in fine, à long terme, c'est la meilleure chose et j'ai envie de dire la seule chose à faire pour votre application. Si vous mettez tout dans une même page, vous allez rapidement avoir des soucis. Quatrième point, ça vous permet de ranger votre app. Donc là, on est un peu toujours dans le même thème, hein. On rationalise, on diminue la complexité, on range pour mieux s'y retrouver. Donc par exemple, mon app là, que je vous présentais, et cette fois, je pense à montrer mon écran, vous avez vu, je progresse. Heu, Mon app ici, elle a beaucoup de reusable elements, il y en a des dizaines, mais pour autant, j'arrive sans aucun problème à m'y retrouver. Quand je cherche un reusable element, ça va très vite parce que, les pop-up, par exemple, ça commence toujours par pop-up, c'est facile, mais aussi parce que j'ai, une nomenclature, une hiérarchie, des reusable elements. Par exemple, tout ce qui a trait au chat, ça commence par chat. Donc dans le chat, j'ai un module messaging et en dessous du module messaging, il y a le thread et le module write. Donc le thread, c'est l'affichage des messages qui existent dans le chat et le write, c'est la partie en bas du chat où je vais écrire mon nouveau message. Messaging, c'est la concaténation de au-dessus le thread, en dessous le write. Et le chat ici, c'est la juxtaposition de à gauche threads list et à droite messaging. Donc avec simplement cette nomenclature et cette logique de naming, j'arrive à m'y retrouver. Je sais précisément où trouver un élément, je sais quelle est la logique qui existe entre ces différents éléments. Une autre chose, c'est que ces reusable elements, ils peuvent servir de checklist parfois. Quand vous avez une grosse modification qui va avoir des répercussions sur toute l'app, on peut avoir besoin, par exemple, de reprendre un par un tous les reusable elements. Par exemple, pour mon client, actuellement, on est en train de faire la traduction. L'app est 100% en anglais, on va la passer en bilingue français-anglais. Il y a donc besoin, dans chacun des éléments de l'app, heu, de, de traduire, en fait, de changer la structure, d'ajouter des subtextes, et cetera. C'est le sujet d'aujourd'hui, c'est pas la traduction, donc je vais pas trop m'étendre sur comment on traduit une app, mais concrètement, ça veut dire qu'il faut revoir un par un chacun des reusable elements et il faut revoir pour, plusieurs choses qui sont pas forcément faites par les mêmes personnes. Donc on a mis, une logique de smiley ici où, quand il y a le check, ça veut dire qu'on a remplacé les textes par des subtextes. Quand on a le petit smiley qui tire la langue, ça veut dire qu'on a bien ajouté le paramètre, active language dans, les paramètres du reusable element et qu'on a assuré la répercussion d'un reusable à l'autre. Ça aussi, on va y revenir juste après. Et donc, en fait, juste avec ça, on a cette checklist de qu'est-ce qu'on a fait ou pas dans ces reusable elements. On n'a pas besoin de maintenir à côté une liste des reusable elements et de cocher, et cetera. Donc, on peut faire ça facilement. Xavier demande
Donc tu encourages l'utilisation des smileys dans le nom des éléments. Dans le nom des pages, clairement pas, parce que le nom des pages, c'est, le nom de page est directement utilisé dans l'URL, mais les reusable elements, leur nom n'a strictement aucun impact. C'est vraiment de la tambouille interne Bubble. C'est pas accessible par l'API, c'est pas, utilisé dans l'URL ou dynamiquement de quelque manière que ce soit, c'est vraiment affiché ici et c'est tout. Donc il n'y a strictement rien qui nous empêche d'utiliser les smileys. Ça veut pas dire qu'il est obligatoire d'utiliser les smileys, c'est à chacun, on va dire, de se faire aussi sa nomenclature, mais c'est tout à fait possible. Heu, Faut-il utiliser les smileys dans les noms de tables, et de champs dans la base de données? Là, c'est un peu plus subtil, parce que ça peut être d'une part très utile, mais si vous utilisez l'API dessus, ça va tout casser. Donc, voilà, c'est là, il faudra voir. Donc l'idée, c'est que même si on ne peut pas, mettre les reusable dans les dossiers, même si on n'a pas une logique de tag sur les reusable elements, ce qui serait quelque chose de très utile, on peut quand même, porter pas mal d'informations juste dans les noms de ces éléments. Pour la 5e bonne pratique, les reusable elements permettent de réorganiser une application plus facilement. Pareil, quand on débute, dans le développement, on le sait pas forcément, on se dit: «C'est facile, j'ai des pages, je sais ce que je vais faire dans mes pages, je mets les éléments. Une fois que la page est finie, c'est bon, j'y reviens plus». La réalité, c'est un peu plus subtil, c'est qu'il y a des moments où on veut, faire des changements plus ou moins importants. Ça peut être de se dire, tel parcours, je sais pas, le parcours de je vais aller créer un projet, le parcours de je vais inviter un utilisateur, le parcours de je m'inscris, je me connecte et cetera. Il y a des moments où on veut changer leur place dans l'expérience utilisateur. Par exemple, le parcours de création de projet, on veut le mettre sur une autre page que la page sur laquelle il était initialement. Ou alors, il était dans une page, maintenant on veut le mettre dans une pop-up. Il était dans une pop-up, on veut le mettre dans une page. Heu on veut échanger, 2 éléments de place. On veut, passer d'une single page app, donc cette logique où on a tous les éléments, sur une même page, à une app avec des pages différentes. Ou le contraire, on a plusieurs pages différentes, on veut passer à des single page apps. Tout ça, ce sont, des cas, fréquents, qu'on a toutes et tous rencontrés si on a un peu de kilométrage au compteur sur Bubble ou même sur le développement web en général. Heu et concrètement, pour faire ça, si tous les éléments sont sur la page et que vous n'utilisez pas ou trop peu, de reusable elements, ça va être l'enfer. Vous allez souffrir vraiment en essayant de réorganiser tous ces éléments-là. Justement, à cause de la complexité dont on parlait un peu plus tôt, c'est qu'il suffit pas juste de dire: «Bon, bah, OK, cet élément-là, j'en fais un reusable et puis après je vais le bouger». Vous allez vous rendre compte que cet élément-là, en fait, il parle avec plein d'autres endroits de la page, et voilà, quand vous essayez de le remplacer par un reusable element et de le supprimer, il y a le petit compteur d'issues sur Bubble. Donc ici, en haut à droite, c'est un outil aussi très pratique sur Bubble. Ce compteur-là, d'un coup, vous supprimez votre élément en vous disant: «C'est bon, j'ai remplacé par un reusable», et là, il va vous annoncer 50 erreurs et vous vous dites: «Oh purée». Ça, c'est un élément et vous allez le faire pour 15 éléments sur la page. Bon courage. Donc si vous avez bien mis les choses proprement dans des reusable elements avant, à ce moment-là, heu, voilà, vous allez pouvoir faire les choses, beaucoup plus rapidement, potentiellement en quelques clics, hein. Vraiment, réorganiser l'app quand vous l'avez bien arrangé, ça peut littéralement se faire en quelques clics. Hem, bon là, on est, sur beaucoup de théories et sur des choses assez basiques. Je pense que les personnes qui ont un minimum d'expérience sur Bubble, pour l'instant, vous êtes pas trop perdus, avec ce que je présente. On va progressivement, arriver sur des choses un peu plus spécifiques ou voilà, des petites astuces qui peuvent simplifier pas mal la vie. Et donc on enchaîne avec la mise en place de standards. Kifiragout nous dit: «C'est vrai que les reusables, c'est plug and play quand c'est bien fait au début, c'est très plaisant». C'est des reusables bien faits, c'est c'est compliqué, pas tant que ça à faire, mais c'est compliqué d'apprendre à le faire. C'est-à-dire on ne les fait pas bien du premier coup.
Il faut, quelques années de pratique pour vraiment, faire le truc très proprement, mais plus on s'y met tôt, plus on arrivera à le faire rapidement, et c'est vrai qu'une fois qu'on sait le faire et une fois que ces reusable elements sont propres, ça change tout. Vraiment, ça change tout dans la gestion de l'app et dans sa maintenabilité à long terme. Donc, la mise en place des standards. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est qu'il y a des comportements qui sont un peu classiques et que quand on débute, on va avoir tendance à faire, à la main à chaque fois. Typiquement une pop-up. Heu, quand j'affiche une pop-up, souvent, en fait, c'est pas juste l'action display pop-up. C'est une action set state pour, mettre des valeurs dans les différents custom state de la pop-up. C'est une action display data, dans la pop-up et c'est une action display pop-up. Et pareil, quand je veux masquer ma pop-up, souvent c'est, oui, bah, je vais faire reset pop-up et hide et puis je vais réinitialiser mes custom state et puis voilà. Il y a plein de choses comme ça et quand on fait mal les choses, ou plutôt quand on commence à faire les choses et qu'on ne sait pas encore exactement comment il faut faire, bah, on va, à chaque fois qu'on appelle cette pop-up, créer à la main ces actions. Ce n'est pas la bonne manière de faire. Donc là, on va repartir de cette app-là et on va se dire, par exemple, je veux, heu, créer une pop-up pour supprimer une ressource, sur mon app. Donc une pop-up, dans la quasi-totalité des cas, de toute façon, c'est un reusable element. Quand vous faites une pop-up qui n'est pas un reusable element, vous avez intérêt à avoir des sacrés arguments. Alors surtout des sacrés arguments envers vous-même, hein, c'est ça le dev aussi, c'est débattre en permanence avec soi-même pour trouver la bonne solution. Si vous ne débattez jamais avec vous-même, c'est que vous ne vous posez pas cette question. Hem, donc une pop-up, souvent, la plupart du temps, c'est un reusable element, mais c'est aussi un reusable element avec quelques custom events qui vont vraiment standardiser la manière dont on l'utilise. Donc là, on se dit: «On va créer une pop-up». Donc je commence par la mettre, dans ma page. Là, mon petit truc en bas à droite, c'est No Codable Components. C'est une extension développée par Thomas Couderc qui permet d'avoir des éléments, directement utilisables. Donc là, par exemple, je veux une delete pop-up, j'ai pas envie de la refaire. Je vais copier mon élément, le coller et hop, j'ai déjà ma pop-up qui est faite. Merci Arnaud, rattrapé par la patrouille. Donc je disais, pour ajouter un élément, moi j'ai cette petite extension ici. Je cherche une pop-up là, j'ajoute ma delete pop-up, je copie, je colle, et comme ça, j'ai ma pop-up dans la page. C'est là que je me rends compte que c'est quand même bien que je fasse ça en live et que je l'enregistre pas directement sur YouTube, parce que j'aurais enregistré ma vidéo et à la fin, je me serais rendu compte que je n'ai jamais partagé mon écran de la vidéo. Donc merci à toutes et tous là, qui veillaient à ce que je montre bien ce que je veux montrer. Comme quoi, c'est pas si évident de gérer entre la théorie et la pratique. C'est plus facile d'être dans la pratique en permanence. Donc bon, là, il faut refaire un peu le style parce que forcément, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur de l'app, donc ça utilise pas les styles par défaut. Heu et je je referai ça, mais en gros, j'ai ma pop-up. Donc ma pop-up, j'ai dit: «Je veux en faire un reusable element». Donc je clique droit, convert to a reusable element. Donc n'importe quel, groupe pop-up, floating group et cetera, vous pouvez très facilement comme ça le convertir en reusable element. Donc on a dit pop-up delete resource. OK. Donc ma pop-up devient un reusable element. Ici, c'est raw, ça c'est pas mal. Voilà. Donc ma pop-up sera de type resource, puisque j'ai dit le but. Ah non, c'est pas une propriété, c'est le type. On verra les propriétés tout à l'heure. Donc ma pop-up est de type resource. Heu,
Donc delete resource, donc ça, pareil. Et on dit you want to delete the resource. Donc je mets toujours le nom de l'objet qu'on va supprimer. C'est sûr que ça prend 30 secondes de plus à développer, mais ça évite les erreurs. Moi, je déteste ces applications où, quand je veux supprimer un truc, on me dit: «Êtes-vous sûr de vouloir supprimer? Oui ou non?» Mais supprimer quoi? Comment à ce moment-là, je suis sûr que j'ai cliqué sur le bon endroit? Donc là, au moins, on est sûr heu de ce qu'on est en train de supprimer. OK, et maintenant, concrètement, je vais aller créer mes custom events. Create a custom event, et le premier custom event, ça va être show pop-up. Ça, dans à peu près toutes mes pop-up, il existe celui-là, et on va lui mettre un paramètre qui est le paramètre resource, qui n'est pas optionnel puisque à chaque fois que je veux montrer cette pop-up, heu, c'est pour supprimer une ressource, donc je vais bien mettre ce paramètre. Je le mets en purple parce que chez moi, ça veut dire qu'on masque ou on affiche une pop-up. Et donc là, mes actions concrètement, c'est que j'ai element action display data, donc dans ma pop-up, je vais mettre resource, donc resource, ça correspond bien au paramètre que j'ai créé ici, et ensuite, je fais show pop-up. Ce qui veut dire que quand dans mon index, donc je peux supprimer la pop-up ici, j'ajoute à la place mon reusable. Si là, j'ajoute un bouton qui s'appelle delete, donc ce bouton va concrètement afficher la pop-up. Alors là, à ce moment-là, je vais pas faire show pop-up. Le show pop-up, typiquement, c'est un interdit. Jamais dans une application, à quelques très rares exceptions près, je ne fais une action show pop-up. Parce que là, comme ça, c'est un cas simple, vous vous dites, bon, c'est facile, s'il suffit juste de faire un display data, je peux bien faire un display data, et ensuite un show pop-up, j'arriverai bien à m'en souvenir. Et oui, sauf que en pratique, des pop-up donc sur votre app, vous en avez 10, 20, 50, 150. Vous n'allez pas vous souvenir de toutes, et il y en a qui vont être assez complexes. Il y a des pop-up, il va falloir initialiser 6 custom state avant de les afficher. Donc ça, si vous le faites à la main à chaque fois que vous les appelez, c'est impossible. C'est impossible à maintenir. Parce que la deuxième fois que vous voulez l'ouvrir, vous vous souviendrez plus exactement de ce qu'il faut faire, donc il faudra aller chercher dans l'app où est-ce que vous l'avez fait. Donc là, concrètement, ce que vous allez faire, c'est que vous ne faites pas un show element, vous faites custom event, trigger a custom event from a reusable element, et vous faites show pop-up, et là, bon, j'ai pas de ressources sous la main, peu importe, mais vous allez pouvoir dire quelle ressource vous voulez supprimer, et juste avec cette simple action, c'est-à-dire je déclenche le custom event show pop-up que j'ai défini dans mon reusable element pop-up delete resource. À ce moment-là, ça va faire en fait toutes les actions que j'ai bien définies dans mon custom event. Et ça, franchement, ça vous change la vie. Euh, c'est à peine plus long à développer, vraiment. Et en maintenabilité, ça peut littéralement vous faire économiser des heures, voire des jours sur une application. Quand vous avez une application complexe, si vous avez fait ça proprement, euh, vous allez économiser des jours de développement à long terme. Donc, c'est vrai pour les pop-up, c'est le cas le plus classique, mais c'est vrai plus largement quand on veut standardiser des comportements. Vraiment, quand on veut se dire que dans tel reusable, il y a telle action qu'on va faire plusieurs fois, etc. Euh, Cette action, elle va venir via un custom event qui est lié au reusable element. Point suivant, qui est un peu lié, c'est de créer des fonctions réutilisables dans toute votre application. Alors, ça, c'est quelque chose que je fais depuis assez peu de temps. Je ne sais pas si tout le monde le fait d'ailleurs. Mais un reusable element, c'est un élément front, donc on se dit, bah, c'est pour afficher des éléments dans le front. Ça paraît assez clair. Sauf que, pas uniquement. Le reusable element,
heu, ça peut servir à définir des fonctions complexes que vous allez réutiliser un peu partout dans votre application. C'est-à-dire que donc vous connaissez, le concept de, heu j'en profite pour répondre à la question d'Arnaud qui portait sur le point précédent. Est-ce que tu réutilises la même pop-up pour supprimer un user en ajoutant une propriété user? Effectivement, ça c'est là j'ai fait la version simple. Hem, j'ai fait la version simple où on a juste une pop-up de type resource. On peut faire la même chose en se disant: «Bah, je vais traiter différents cas de figure, je vais faire une seule pop-up et je vais l'utiliser pour tous les types. Si je veux sélectionner un user, une ressource, et cetera, je vais utiliser cette même pop-up et en fait, c'est juste que concrètement, souvent ça va être sous forme de custom state, plutôt les custom state que les propriétés, parce que les custom state, contrairement aux propriétés, on peut les définir par workflow. Donc c'est-à-dire que mon custom state, je peux, le définir donc si là je dis je fais un custom state, user et un custom state resource, en me disant ma pop-up va servir à supprimer les deux. Alors à ce moment-là, ma pop-up n'est plus de type resource. Bon là, je vais avoir des soucis parce que comment est-ce qu'on récupère le nombre d'éléments, comment on affiche que c'est une ressource, et cetera. Bon, c'est un peu, on va pas là entrer dans ces considérations, mais ça veut dire que quand je fais mon show pop-up, donc je ne fais plus mon display data. À la place, je fais un set state. Donc mon show pop-up, il prend une ressource et un user. Les 2 deviennent ah ouais, mais ah non, mais j'ai vraiment un problème avec cet écran. Je crois que je vais le laisser en permanence. Ça va être beaucoup plus simple. OK. Donc je disais, ma pop-up, je n'ai plus de data type. Le custom state, j'ai mis une ressource, et un user, puisqu'on a dit que c'était les 2 que je voulais supprimer. Show pop-up, je mets ressource, user, pareil, les 2 optionnels, puisque ce soit l'un, soit l'autre, jamais les 2. Et là, ensuite, je mets un set state. Donc j'ai enlevé le display data, et là, je vais faire ressource et user. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon set state, je vais prendre les 2. Je prends la ressource, le user. Comme ça veut dire que je sais que quand je vais faire mon, trigger show pop-up from reusable element pop-up delete resource, à ce moment-là, je ne remplirai que la ressource ou que l'utilisateur qui me va bien. Et vu que j'ai ce set state qui prend, les 2 paramètres, il y en aura un qui sera rempli, l'autre qui sera vide, ça fait que j'ai jamais une pop-up qui gardera une ancienne valeur. C'est-à-dire que si je fais un show pop-up, alors je veux supprimer le user et puis en fait non, je change d'avis, maintenant je veux supprimer une ressource, qu'est-ce qui me garantit que je vais pas garder en mémoire mon utilisateur et ma ressource et qu'en fait je vais supprimer les 2 à la fin, sans le savoir? Et ben, ce qui le garantit, c'est ça, c'est mon set state. Alors que, si j'avais fait les propriétés, c'est tout à fait possible, mais les propriétés, c'est juste un poil plus galère parce qu'on peut pas les définir via des workflows. Donc ça, c'est tout à fait, possible et là aussi, c'est une, heu, une manière de s'assurer qu'on garde vraiment ce fonctionnement standard. C'est à chaque fois qu'on affiche la pop-up, on va bien respecter toutes les étapes. Donc je ne fais pas l'erreur, je ne remasque pas mon écran. Donc je disais, on crée des fonctions, réutilisables. Donc ça va être utile pour des fonctions, complexes. Une fonction complexe, ça commence à 2 étapes, hein. C'est-à-dire, si j'ai juste une étape à faire, bon, ça vaut pas peut-être pas forcément le coup de le faire, mais si j'ai commence à avoir, des 2 étapes ou alors des conditions compliquées et que je sais que je vais faire ça plusieurs fois, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un reusable actions. On clone de rien du tout. Ce reusable, alors des fois j'en ai un seul, des fois j'en ai plusieurs pour, différents types, de, heu,
différents types d'objets. Dans cette app, je gère des outils, je gère des ressources, je gère plein de trucs. Peut-être que je vais faire tool actions, resources actions, etc. Ou plutôt actions-tools, actions-resources pour que ce soit classé ensemble dans ma liste des reusables. Donc ça, vraiment, c'est... alors, Lead Discovery nous dit le replay sera possible quand j'ai tout raté. Alors, la règle générale sur le Twitch No Code France, c'est que les replays sont disponibles sur Twitch pendant une semaine. Et le replay sur ma chaîne YouTube, qui lui sera disponible indéfiniment, je vais essayer de le mettre en ligne cet après-midi. Donc, ce sera accessible et je mettrai ça dans les. Je le posterai en commentaire du post LinkedIn et du post Slack dans lesquels j'ai annoncé le live. Comme ça, vous pourrez retrouver tout ça facilement. Donc, mes actions classiques, donc comment on fait? On crée notre reusable, on définit les custom events qu'il nous faut. Donc, par exemple, redirect to tool, par exemple. Ok, donc ça, c'est par exemple si je veux gérer des redirections complexes. À plein d'endroits de l'application, je dois rediriger les utilisateurs vers une page outil, sauf que en fait, la page outil, c'est pas la même, ou je l'affiche pas de la même manière, il n'y a pas les mêmes paramètres URL ou que sais-je, parce que les outils n'ont pas tous le même statut. Est-ce que c'est un outil qui a été créé par l'utilisateur, ou est-ce que c'est un outil qui est public, ou qui n'est pas encore public, ou etc. Imaginons, j'ai plein de cas à traiter. Plutôt que de les traiter à chaque fois que je vais faire une redirection, je crée mon reusable actions, je crée mon action redirect to tool, et puis après, je fais mes go to page avec tous les paramètres, toutes les conditions que je veux. Et partout où je veux rediriger, bah pareil, sur mon action, je ne fais jamais go to page, je vais faire trigger custom event from a reusable element. Évidemment, il faut que j'ajoute mon reusable action. Donc je le mets là, mais hop, il peut tout à fait être invisible et il n'y a pas besoin de l'afficher. Donc c'est là-dessus, il y a une différence. Vous avez peut-être l'habitude d'utiliser des plugins divers et variés ou d'ajouter un peu du JavaScript sur vos pages Bubble. Là, la règle, c'est que généralement, l'élément doit être visible, même si en pratique il est transparent, il n'y a rien dedans, mais l'élément doit être visible, doit être chargé avec la page pour fonctionner. Avec le reusable element, c'est pas nécessaire. On le met sur la page, on ne l'affiche jamais et ça ne pose aucun souci. Et là, quand je veux rediriger, ben, je prends mon action, je déclenche, etc. Ce qui fait que j'utilise toujours le même workflow, toujours le même ensemble d'actions, la même logique à chaque fois que je veux faire la même chose. Donc ça, c'est quelque chose d'ultra puissant que j'ai découvert beaucoup trop tard. Et j'y ai pensé il y a quelques mois, en fait. Et bon, je sais qu'il y a des personnes qui utilisent ça depuis beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que ça peut, sur certaines logiques un peu complexes, ça peut énormément aider. Donc pour les redirections complexes, comme je disais, pour toutes les fonctions de transformation. Par exemple, je veux transformer un texte en slug, et pour ça, j'ai plein d'actions à faire. Bah là, je dis event name slugify, paramètre, je prends du texte. Et là, concrètement, je vais aller... alors, qu'est-ce que j'avais installé? Ouais, j'avais bien les actions. Alors, d'abord, un petit remove diacritics. Ensuite, un slugify du résultat de mon premier. Et enfin, un return. Donc là, il me faut une return value. Donc je dis, je vais retourner un slug. Donc les custom events peuvent retourner des données. Ça, c'est génial. Slugify, et ensuite return data. Mon slug, ce sera le résultat de l'étape 2. Et là, concrètement, n'importe où dans mon application, quand je veux générer un slug, j'ai juste à dire, je déclenche un slugify de tel texte, et en retour, j'ai
j'ai le bon texte et je peux faire des manipulations beaucoup plus complexes aussi. Arnaud nous dit, pour les toasts, erreur, succès et cetera. Oui, dès qu'il y a les conditions un peu complexes, surtout en sachant que Bubble est nul pour gérer les conditions, il y a pas des vrais if else et cetera. Enfin, c'est, que ce soit dans l'éditeur d'expression ou dans les workflows, enfin dans les actions des workflows, la gestion des conditions dans Bubble est nulle. Et c'est vrai que des techniques comme ça, potentiellement où vous allez, donc là vous avez un Slugify et puis derrière, bon pour un Slugify c'est pas nécessaire, mais vous pouvez avoir, un, error message et en fait vous allez aussi créer un autre, workflow qui sera error message 1 et puis un autre qui sera error message 2 et là vous allez appeler error message 1 si telle condition est vérifiée et si la condition n'est pas vérifiée, dans ce cas-là, on fait error message 2 et si là, c'est non vide, on va aller retourner la valeur d'error message 1 et sinon error message 2. Enfin, on peut comme ça gérer des if else en imbriquant des custom events. Faut éviter de trop en abuser parce que ça fait un nombre, délirant de custom events, mais ça peut quand même aider à simplifier la logique et la lecture de vos workflows. Donc, voilà, les upserts aussi. Gérer un upsert dans Bubble, c'est compliqué. Upsert, ça veut dire je veux créer l'objet s'il n'existe pas et je veux le modifier s'il existe. Donc, si là je crée une fonction upsert tool, on prend un paramètre tool qui n'est pas optionnel. Et là, concrètement, et on va retourner un tool. Ici, donc, si donc on va créer un nouveau tool si le tool en entrée est vide. Et à ce moment-là, on va faire un return du result of step 1 uniquement si result of step 1 is not empty. Et sinon, on va faire un return data du tool en entrée. Le deuxième return data ne fonctionnera bien que dans le cas où le tool is not empty, puisque il y a un seul return qui est pris en compte. Le premier return qui fonctionne fait que tous les returns derrière sont oubliés. C'est une chose à savoir également. Et d'ailleurs, si vous ne finissez pas par un return data sans aucune condition, Bubble vous mettra une erreur ici. Voilà, donc là, par exemple, c'est pas un vrai upsert, c'est vraiment plutôt, est-ce qu'on a un tool ou pas? Et sinon, on va le créer, mais ça peut être un vrai upsert en mettant en paramètre tous les champs qu'on veut aller modifier et comme ça fait que, heu, quand, voilà, quand je veux faire un upsert, en fait, je fais ma recherche ici. Parce que qu'est-ce que je veux chercher, ça va dépendre en fonction du contexte. Donc ça, je le fais pas directement dans le custom event, directement dans le reusable element. Je le fais au moment où j'appelle ma fonction, mon custom event. Donc là, je fais une recherche d'un outil, peu importe les conditions que je fais, et comme ça, j'ai pas besoin de mettre. Alors, je fais d'abord une recherche, et puis après, je mets une condition, ou alors est-ce que je fais d'abord une condition, et ça fait que j'ai plusieurs fois la recherche, mais est-ce que je vais avoir des workload units qui vont être décomptés plusieurs fois? J'ai pas besoin de m'embêter avec ça. Je déclenche un custom event en faisant ma recherche une bonne fois pour toutes, et sur la base de cette recherche, on va dire, OK, ce tool qui est en entrée, alors il vient d'une recherche, mais en fait, peu importe. Est-ce qu'il existe? Sinon, je le crée. Et s'il existe, bah, je le retourne et c'est tout. Donc ça, c'est très simple. Le retourner s'il existe, ça ne va pas consommer le workload unit. C'est seulement la recherche initiale qui va consommer les workload unit. Pareil, le custom event Slugify, il va consommer 0 workload unit. Parce que il n'y a pas de
il y a aucune action en back sur la base de données. Vraiment tout ça, c'est uniquement du front. Donc le faire proprement comme ça avec un custom event, ça ne coûte pas plus cher en workload unit. Donc même ça, c'est pas un argument pour dire: «Oh la flemme de le faire». Donc voilà, c'est, fonction réutilisable, c'est vraiment aussi un game changer. Ça peut, enfin ça peut vraiment vous simplifier la vie et vous permettre, heu, de beaucoup moins vous embêter à avoir cette charge mentale de: «Je dois me souvenir de toutes les logiques de l'app, de, tout ce que je dois afficher, enfin tout ce que je dois initialiser quand j'affiche une pop-up, tout ce que je dois faire quand je veux créer un slug et cetera». Il y a juste une fonction qui le fait, fin de l'histoire. J'ai même plus besoin vraiment de me souvenir comment ça marche, j'ai juste besoin de savoir qu'elle est là. Et quand on a un peu d'expérience, on sait que forcément sur notre app, cette fonction, elle est là parce que ce sont des bonnes pratiques et cetera. Et donc, voilà, il y a juste à se dire: «Bon, bah, j'ai besoin de faire ça, je vais aller chercher dans mes actions, j'ai probablement un custom event qui le fait». 8e et avant-dernier point, on arrive, de la fin, les custom events permettent de gérer des inputs et des outputs. Input, output, c'est des paramètres qu'on a en entrée et en sortie, heu, de quelque chose. Donc je l'ai montré juste avant pour notre custom event Slugify. On a un texte en entrée, un slug en sortie. Très bien. Donc ça, c'est dans une fonction. Mais c'est une logique qui marche également dans des pop-up. Enfin, dans les pop dans les reusable, quels qu'ils soient, pop-up ou pas. Heu, c'est pas toujours utile, mais il y a des cas où, en fait, c'est bien pratique. Notamment quand vous avez besoin de calculer des choses complexes, des autorisations, par exemple. Est-ce qu'un utilisateur est autorisé à faire ça? Et alors, ça peut, être pratique de se dire, heu, voilà, je vais faire oui, je vérifie que mon écran est bien affiché, j'essaie de ne pas me faire avoir maintenant. Voilà, je crée un is authorized et je me dis: «L'autorisation, je la calcule à l'élément de plus haut niveau et je la transfère à tous les reusable elements, heu, enfants, de proche en proche, pour savoir si oui ou non c'est autorisé». Et d'ailleurs, pour éviter d'oublier de mettre la valeur, vaut mieux, mettre ça en obligatoire. C'est tout à fait possible, mais des fois, dans la logique de l'application, en fait, le le calcul de l'autorisation, il est pas au niveau le plus haut. Il est dans l'enfant ou à un élément au milieu. Et du coup, la question est: «OK, mais cette autorisation, comment je fais remonter l'info aux parents?» Si je le calcule au niveau, intermédiaire, comment le parent, il va savoir qui est autorisé? Bah, par exemple, si on dit que cette autorisation, je la calcule là dans la pop-up et que je veux que les parents soient, au courant, je vais la calculer quelque part, heu, dans ma pop-up. Donc souvent, ce que je fais, c'est que j'ajoute, une pop-up dans mon élément qui s'appelle pop-up variables. Donc ça, c'est la pop-up qui va faire tous les calculs, sous le capot dans mon élément. Donc ça, les pop-up variables, j'en ai dans la plupart de mes pages et reusable elements. Et donc là, je vais vouloir calculer, heu, non, c'est un peu moche ça. Je vais vouloir calculer is authorized. OK, je mets ça dans un groupe. Le groupe, je l'appelle is authorized aussi. Je le mets plus grand pour pouvoir facilement le sélectionner et pas sélectionner le texte. Quand je veux le récupérer, il sera de type yes, no, et il y a une condition, plus ou moins compliquée. Là, la condition, elle va pas être très compliquée, ça va être yes. Voilà, tout le monde est autorisé, mais on avait besoin de cette pop-up là pour le définir. Donc là, j'ai ma condition qui permet de dire, mais je pourrais aussi avoir, si, telle condition très, compliquée, est vérifiée, alors là, is authorized vaut no. Donc voilà, on peut, enfin, ce serait plutôt d'ailleurs dans l'autre sens, parce qu'on va pas autoriser les gens par défaut et enlever l'autorisation, c'est plutôt par défaut les gens sont pas autorisés et on leur rajoute l'autorisation, le cas échéant. Voilà, donc
Dans notre élément, dans, un élément caché là, dans une pop-up cachée, on va calculer l'autorisation et en fait, pour le passer aux éléments, ce qu'on va faire, c'est que on va dire is authorized output, donc je mets output dans le nom. Concrètement, ça change rien, Bubble ne l'interprète pas, il va pas dire: «Oh, c'est un output, d'accord, je sais ce qu'il faut faire». Non, d'un point de vue fonctionnel, ça ne change rien. En revanche, pour moi, je sais que quand il y a output, c'est une valeur que je ne vais jamais définir depuis l'extérieur. Quand je mets ce reusable element quelque part, si je vois que le paramètre s'appelle output, je n'y toucherai pas. Je ne mettrai aucune valeur dedans parce que c'est une valeur qui ne doit pas venir de l'extérieur, mais c'est une valeur qui vient de l'intérieur du reusable element. Euh, Elle est forcément optionnelle, parce que sinon on va m'obliger à la définir à l'extérieur, ce que je ne veux pas, et je mets une default value. Et la default value, c'est group is authorized yes no. Donc c'est-à-dire que par défaut, je prends la valeur de cette pop-up euh, qui était là. J'enregistre. Arnaud a une grosse question, j'y reviendrai après là parce que il faut que je prenne 30 secondes pour processer le truc. Donc je finis là-dessus. Donc là, en fait, on a défini cette condition dans notre pop-up directement. Et en utilisant le paramètre du reusable element et en mettant cet output pour nous, pour se souvenir que c'est un output, et en définissant cette valeur default value, alors à ce moment-là, ça veut dire que partout où j'utiliserai le reusable element, par ici, par exemple, j'ai ce paramètre isAuthorized, output, donc je sais que c'est un output, je mets rien là-dedans. Je vois là qu'il y a déjà une valeur qui est définie, il y a marqué group is authorized yes no, donc ça permet aussi de voir visuellement qu'il y a une information qui est renseignée. Et cette information-là, je vais pouvoir l'utiliser. Par exemple, ce bouton-là, je ne l'affiche qu'aux gens autorisés. Donc pour ça, je fais pop-up delete resources is authorized output, is yes, et à ce moment-là, j'affiche. Donc j'utilise une information qui vient de l'intérieur de la pop-up à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose qu'il était possible de faire avant avec des custom states, mais ça pouvait rapidement être très très lourd, parce qu'il faut mettre des workflows qui vérifient les conditions, etc. Puis, enfin, ça faisait plein de workflows inutiles. Mais depuis 1 an maintenant, me semble-t-il, il y a ces paramètres qui existent dans les reusable elements et les reusable elements étaient déjà une bonne pratique, dans Bubble, mais depuis 1 an, c'est vraiment un incontournable. Voilà, enfin, je me répète, mais si vous n'utilisez pas ou peu les reusable elements dans votre app, c'est une erreur qu'il faut corriger. C'est une chose qu'il va falloir apprendre. C'est pas juste une préférence, quoi. Donc voilà, pour l'utilisation des inputs et des outputs. Donc maintenant, je prends la question d'Arnaud. Un cas me vient à l'esprit, tu as un énorme formulaire que tu découpes en plusieurs reusable elements. Tu ne peux pas utiliser this input shouldn't be empty dans un reusable pour disable le CTA qui lui est sur la page. Probablement pas. Après, comment tu transmets l'info? Du coup, dans ton reusable element, tu vas avoir un custom event qui lui enregistre les infos. L'énorme formulaire, c'est pas forcément le premier truc que j'ai compris en reusable element. Le this input shouldn't be empty, effectivement, il ne marche probablement pas. This input shouldn't be empty, ça, c'est bien pratique parce que c'est un truc facile. Quand je le coche, ça veut dire que quand cet input est visible, tout bouton d'action qui utilise le résultat de cet input, à ce moment-là, ne sera pas cliquable si le champ n'est pas rempli. Mais de toute façon, assez rapidement, enfin, on voit les limites. Donc j'ai envie de dire, dans un gros reusable, je ferai exactement ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que je fais ma pop-up variable dans le reusable element. Ici, au lieu d'un is authorized, c'est plutôt je sais pas, un is filled. Et
pareil, je vais, transmettre l'information avec un isFieldOutput. Voilà, qui va lui contenir justement cette information. Donc on a dit optionnel et voilà, j'ai pas changé le nom, mais authorized copy, c'est bien isField. Voilà, donc ça permet comme ça de, transmettre ces informations un peu complexes d'un reusable à un autre, dans un sens ou dans l'autre. S'il y a marqué output, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. S'il y a rien marqué, c'est par défaut de l'extérieur vers l'intérieur. Donc Arnaud dit: «Un reusable est comparable à un iframe, posé sur la page. Il n'y a pas de communication entre la page et le reusable si tu la crées pas toi-même». Oui et non, enfin, disons que il y a une idée un peu comparable, mais c'est vrai que l'iframe, c'est ce truc quand même un peu rigide, tu communiques à travers l'URL et c'est à peu près tout, mais là, il y a quand même intégré dans Bubble beaucoup d'outils qui permettent justement d'interagir entre le reusable element et son parent. Donc il y a beaucoup plus de flexibilité, quand tu mets un reusable element, dans une page ou dans un autre reusable, que quand tu mets juste un iframe où là, tu es quand même plutôt limité pour faire descendre l'information et pour faire remonter, à ma connaissance, tu es même totalement bloqué. Voilà et donc juste avant de passer au 9e et dernier point, je précise, que je ne enfin, je l'ai pas dit, je l'ai pas dit explicitement, c'était un peu sous-entendu dans ce que j'ai dit. Les reusable elements, c'est pas juste dans une page, j'ai plusieurs reusables, et c'est tout. C'est dans une page, j'ai plusieurs reusable elements qui eux-mêmes contiennent plusieurs reusable elements, qui eux-mêmes contiennent plusieurs reusable elements, et et c'est comme ça, on fait vraiment une arborescence, et il y a 2 types en fait de reusable elements. Heu, il y a le reusable element, parcours, par exemple, le parcours invite member, qui est un parcours en plusieurs étapes, un peu complexe, hein. Il y a déjà plusieurs choses. Première étape, on sélectionne la méthode d'invitation. Deuxième étape, selon la méthode d'invitation, bah, je vais pouvoir, ajouter les emails que je veux inviter ou je vais pouvoir, sélectionner les users dans une liste et cetera. Voilà, ça, c'est un reusable element qui propose un parcours. Mais vraiment un parcours très spécifique. C'est pas: j'ai la liste des membres et puis en même temps je mets, dedans, j'ai l'invitation, c'est que j'ai un reusable liste des membres. Dans le reusable liste des membres, j'ai le reusable inviter un membre que je vais déclencher depuis le parent. Donc ça permet de bien compartimenter. Et après, j'ai des reusables très, très élémentaires. Par exemple, la date d'un message dans un chat. C'est compliqué parce que des fois on affiche juste la date, des fois on affiche il y a tant de minutes, des fois on affiche aujourd'hui à telle heure, etc. Je vais clairement pas faire ce truc à chaque fois. Je vais pas m'embêter à faire ces conditions à chaque fois parce que si demain je veux changer la manière dont on affiche cette date, il va falloir que je modifie tout, c'est infernal. Donc j'ai fait un reusable element qui prend juste en fait une date, c'est vraiment un reusable element type of content date, et à partir de cette date, je vais mettre en forme cette date en texte, avec mes conditions compliquées. Et ce reusable element, je vais l'afficher partout où il y a besoin d'une date. Et donc ça, c'est hyper pratique pour ne pas avoir à mettre une même logique à plusieurs endroits. Voilà, donc ça, c'est hyper important, pour ne pas, s'embêter à refaire des petits trucs, à droite à gauche. Donc voilà, un reusable element, des fois c'est gros, des fois c'est très, très petit, hein. Il y a pas de règle et les 2 sont tout à fait OK. Encore une fois, la seule mauvaise pratique, c'est de ne pas utiliser de reusable element. Un reusable element trop gros, éventuellement, ça peut exister, mais trop petit, franchement, à moins de mettre chaque texte et chaque groupe et chaque, input dans un reusable, ça fait un peu trop. Mais sinon, il y a pas de souci là-dessus. Heu et enfin, le dernier intérêt
des reusable, enfin, c'est plus une conclusion, c'est l'intérêt des reusable elements, c'est vraiment la modularisation. Tout ce qu'on a, expliqué, ça porte un nom, c'est la modularisation. Ça vous permet d'avoir, une app qui est découpée en morceaux de taille intermédiaire, pas trop petits, pas trop gros, qui vont échanger les uns avec les autres, plutôt que d'avoir une grosse page avec plein d'éléments élémentaires dessus, mais du coup, c'est un bazar pour s'y retrouver. Donc les reusable elements permettent de modulariser, ça permet donc de réorganiser l'app plus facilement, de réutiliser des morceaux, d'une app plus facilement, de collaborer plus facilement. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous en train de modifier la même page pour le meilleur et pour le pire. On est chacun sur le reusable element, sur lequel on est vraiment en train de travailler, sur la partie fonctionnelle de l'app sur laquelle on est en train de travailler. Ça permet de plus facilement s'y retrouver. Arnaud disait un peu plus tôt, dans le live, les bien développer, avoir une app maintenable, ça permet aux personnes qui viennent derrière, après nous, de s'y retrouver dans l'app et de pas s'arracher les cheveux. Et en fait, des fois, les personnes qui viennent derrière nous, c'est nous, quoi. C'est moi dans 3 mois, c'est pas moi aujourd'hui, je me souviendrai plus forcément la logique que j'ai utilisée, et cetera. Et avoir une app bien construite comme ça fait que j'ai pas besoin d'avoir en tête absolument tous les éléments, mais je peux beaucoup plus facilement, les retrouver parce qu'il y a une structure qui est logique et je vais logiquement savoir où aller chercher une information, sur le fonctionnement de mon application. Et ça permet concrètement de pouvoir maintenir et développer son app dans la durée. Donc là, l'app que je vous ai montré, l'exemple un peu complexe, ça fait 2 ans et demi que je la développe pour le client. On a atteint un niveau de complexité déjà bien, et ça continue, ça continue. Là, je vous dis, on est en train d'ajouter le multilingue et encore d'autres choses qui font qu'à chaque étape, on monte d'un cran en complexité. Et ce qui veut dire aussi que, concrètement, quand je fais heu, quand je fais une modification, quand je modifie l'existant, je suis pas juste là à, rajouter une couche, juste à faire cette fonctionnalité de plus. Je fais toujours ce qu'on appelle du refactoring. C'est-à-dire, je prends l'existant, je me dis: «Est-ce que déjà c'est bien développé, ça utilise les bonnes pratiques? Comment ce que je veux ajouter va s'intégrer dedans?» Et en fonction de tout ça, j'adapte éventuellement. Je vais peut-être ajouter des reusables, je vais changer la logique, je vais ajouter ma pop-up variables, parce que à l'époque où j'avais développé cet élément, je l'utilisais pas et c'est plutôt une bonne pratique de l'avoir. Enfin, voilà, je vais faire du refactoring pour s'assurer que, au maximum, les éléments de l'application, que j'utilise sont au mieux des bonnes pratiques. Voilà, donc faire un refactoring complet de l'application et se dire: «Bon allez, là je vais reprendre toute l'application et je vais mettre au propre», c'est un énorme boulot et c'est vraiment pas motivant. Mais le faire en même temps qu'on développe des nouvelles fonctionnalités, c'est moins lourd, c'est un peu plus motivant et honnêtement, ça fait vraiment la différence entre une app qui, est maintenable dans la durée ou qui, au bout d'un moment, va finir par se crasher parce qu'on s'y retrouve plus, quoi. Voilà, et un petit bonus, sur l'utilisation des reusable elements, c'est que, les quand vous voulez ajouter un groupe focus dans un repeating group, c'est-à-dire le repeating group, donc c'est votre liste ou l'élément table, c'est pareil. Heu, Si vous dites: «Quand je clique sur ma ligne, à ce moment-là, j'ai le petit menu déroulant qui s'affiche via un groupe focus». Ça, ce n'est pas possible dans un reusable element. On ne peut pas attacher un groupe focus à un élément dans un reusable element. Hem Et pour ça, la solution, il n'y en a pas 36 000, c'est d'utiliser, on ne peut pas mettre un groupe focus dans un repeating group, pas reusable element. Heu, donc pour ça, la solution, c'est de mettre un reusable element dans le repeating group et le groupe focus dans le reusable element. Là, il y a pas de souci. Donc à ce moment-là, on pourra afficher notre petit groupe focus dans le reusable, dans le repeating group. Je vais y arriver. Voilà, sur ces bonnes pratiques, ouais, je me disais: «Bon, ça va aller vite, on va faire 45 minutes», et cetera. En conclusion, avant de faire ma conclusion, je vais prendre celle d'Arnaud, qui est totalement pertinente et je vais masquer l'écran parce que normalement, à ce stade-là, j'en ai plus besoin. Heu,
Mais effectivement, il y a une règle en code et en no code, c'est ne pas se répéter. Quand vous faites quelque chose pour la deuxième fois, c'est probablement que vous le faites mal. Si vous avez besoin de faire une chose 2 fois, 3 fois, 4 fois, heu, c'est, voilà, il faut le factoriser d'une manière. Le factoriser, ça veut dire, trouver un élément qui va permettre de centraliser tous ces besoins à travers vraiment un parcours unique. Alors cet élément, ça peut être un reusable element, ça peut être un custom event, ça peut être un API workflow, ça peut être beaucoup de choses, mais ou ça peut être un database trigger event aussi. On parlera sûrement une autre fois des bonnes pratiques de back-end. Mais voilà, tous ces éléments sont, enfin, tous ces outils sont vraiment essentiels pour ne pas se répéter. Moi, je travaille depuis quelques mois pour un client, leur boulot, c'est la seconde main. Ils font, je peux donner leur nom d'ailleurs, c'est Paradigm, oh mince. Voilà, donc Paradigm, c'est une boîte de vêtements de seconde main. Donc ils ont un e-commerce, ça j'y touche pas, où ils vendent des vêtements de seconde main et ils ont aussi un, vendre. Voilà, vendre avec Paradigme. Là, en fait, donc on m'explique comment ça marche et si je clique, je suis redirigé vers l'application Bubble qui permet de vendre. Sauf que ça, c'est leur métier, c'est comme ça qu'ils ont démarré, mais leur vrai métier, c'est hop, et voilà, j'avais dit: «J'ai plus besoin de l'écran» et je me fais avoir comme un bleu. Donc je disais paradigme.fr, donc ils vendent des vêtements sur leur Shopify et en cliquant sur vendre, on arrive sur Bubble où là, on a une app, qui est volontairement assez sobre, certains diraient austère, parce qu'en fait, c'est un parcours qui est utilisé aussi par beaucoup de marques différentes. Ils proposent en fait cette logistique, à la fois la plateforme en ligne, mais aussi la chaîne logistique derrière, pour permettre à des marques et à des distributeurs de proposer une offre, de revente de vêtements de seconde main. Ils travaillent par exemple avec BHV, avec Showroom Privé et puis avec un certain nombre de marques aussi, qui étaient d'ailleurs marquées sur la page précédente. Heu et ce parcours, en fait, c'est le même quasiment. Quand je veux déposer, des vêtements, c'est quasiment la même chose à chaque fois. J'accepte les conditions de rachat, OK. Qu'est-ce qui me c'est embêtant ça. Bon, on verra ça plus tard. Heu, mais voilà, ouais, ça m'embête un peu quand même ça. Heu, J'espère qu'il y a pas un bug. Je vais aller voir ça derrière. Mais en gros, c'est un parcours qui est quasiment le même, sauf que mais j'ai accepté les conditions? Ah bah non, voilà, bah je sais pas ce qui s'est passé, on va dire c'est un bug de Bubble. Donc je peux chercher une marque, OK, je vais chercher cette marque-là. Ensuite, je vais, voilà, je dépose mon ou je renseigne toutes les informations, heu, pour aller déposer mon article et en fait ça, c'est un truc, c'est les étapes, elles sont quasiment les mêmes, que ce soit, enfin, que ce soit un parcours, depuis le site de Paradigme, ou depuis, le site d'un partenaire. Salut, Quentin. Sauf que la personne qui avait développé, l'application, ils avaient fait développer ça par une grande agence dont je tairai le nom, mais zéro bonne pratique était appliquée et enfin, typiquement, les parcours avaient été dupliqués. Complètement. Il n'y avait pas de reusable element dans l'app. Il y avait un parcours pour Paradigme, un parcours pour les marques partenaires, un parcours pour telle autre marque partenaire parce qu'il y avait un truc qui changeait à un moment. Et en fait, voilà. Donc, moi, j'étais face à tous ces trucs-là. Il a fallu que je me tape un par un tous les parcours pour comprendre ce qui changeait d'un parcours à l'autre. Infernal.
Et concrètement, j'ai pas repris les parcours existants, j'ai tout refait parce que même en termes d'UX, il y avait des choses, voilà, là, vous voyez, vous sélectionnez une chose, bah, on passe tout de suite aux critères suivants et cetera. C'est assez fluide et cetera. Là, il y avait 3 fois trop de clics, tu sélectionnes d'abord les marques de tous tes articles et puis après tu zoomes sur chaque article pour renseigner les infos. Enfin, c'était vraiment assez étrange, donc il fallait de toute façon tout refondre. Heu, mais clairement, là, quand j'ai repris cette app, bah, c'est du reusable element partout et le parcours, il y a un seul reusable du parcours qu'on va réutiliser avec des paramètres qui font que, bah, là, c'est un parcours partenaire, là et cetera. Heu, c'est ingérable et c'était ingérable, de le faire en dupliquant. Donc voilà, toute cette, enfin, cet exemple pour dire que il y a des vrais exemples concrets d'arrachage de cheveux quand on fait pas les choses proprement, très clairement. Coucou, Quentin au passage. Merci Arnaud qui me félicite pour la fluidité de l'app. J'en suis assez fier, hein. Quand je développe des trucs, très front comme ça, je fais énormément d'essais, erreurs, je fais un truc, je teste, ça marche pas, je trouve qu'il y a trop de friction et cetera, je refais et cetera. Il y a beaucoup d'itérations, mais heu à la fin ça on a un truc qui est fluide, quoi. Se satisfaire de la première version parce que ça marche, on en voit vite les limites. Xavier dit que je me plaignais de ce projet pendant la No Code Week. C'est vrai, alors pas pour des raisons qui sont liées aux clients avec qui ça se passe super bien, mais c'est vrai que c'était pour des raisons techniques. En fait, il y a des partenaires qui avaient des contraintes techniques et puis ils nous les donnaient pas. Et puis, enfin, ouais, j'étais un peu dans l'inconnu où on me demandait des trucs sans me dire ce qu'on. Les gens me demandaient de revenir vers eux sans me dire ce qu'ils voulaient. C'était un peu compliqué. Je vois Claire qui rigole, qui était là également. Voilà, donc c'est quand on me demande un lien pour la connexion SSO sans me donner les spécifications de la connexion SSO, heu, spécifiquement, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, pour conclure, les bonnes pratiques évoluent, les bonnes pratiques sur Bubble parce que Bubble est une plateforme qui évolue. Toutes les plateformes n'évoluent pas aussi vite que Bubble. Bubble, tous les mois, il y a des mises à jour majeures qui changent la manière, dont on développe sur Bubble. Donc, c'est pas, chaque mois, on doit changer toute la manière de développer, mais quand on additionne ça, ça fait que d'une année sur l'autre, la bonne manière de faire n'est pas forcément la même. Donc ça implique, déjà de se tenir au courant, d'échanger avec les collègues et cetera. Heu mais ça implique aussi que, bah, nos apps, il faut les faire vivre, il faut les faire évoluer. Quand on a une app un peu ancienne sur laquelle on bosse, bah, il faut, les convertir, petit à petit, aux bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques évoluent, votre vision de l'app aussi, hein. Une app reste rarement, telle qu'on l'avait, imaginée sur un bout de papier au début. Elle vit. C'est une app qui ne vit pas, c'est une app qui ne marche pas. Hem, enfin qui ne marche pas commercialement du moins. Hem, vos compétences évoluent aussi. Sachez que vous ne ferez pas tout bien du premier coup. Là, je ne parle pas qu'aux débutantes et débutants, je parle à tout le monde. Quand je fais une app, même si j'ai 4 ans de développement Bubble derrière moi, il y a des trucs que je loupe et quand je reviens derrière, je me dis: «Ça, j'aurais pas dû le gérer comme ça parce que». Et c'est pas parce que j'ai que 4 ans, hein, quand j'aurai 15 ans de développement sur Bubble, si Bubble existe toujours et que j'en fais toujours, pareil, je ferai toujours des erreurs parce que, c'est impossible d'avoir la vision d'ensemble complète, absolue, exhaustive, et la représentation mentale de tous les aspects de l'app, pour tout faire bien du premier coup et en même temps la connaissance évidemment, heu omnisciente des besoins et des usages des utilisateurs, c'est évidemment impossible. Donc il faut comprendre que, les apps, c'est quelque chose qui vit, qui doit évoluer, heu et si vous avez peur de retoucher à quelque chose, bah, c'est peut-être que ce quelque chose, vous l'avez pas forcément développé très proprement et c'est justement une bonne raison de remettre les mains dedans parce que plus vous attendrez, de le faire, plus ce sera compliqué de s'y remettre. Du moins c'est ce que je vous souhaite, vous allez découvrir en cours de route des méthodes qui vont vous changer la vie ou du moins qui vont énormément vous simplifier l'expérience de développement. Voilà, c'est tout ça, qu'il faut prendre en compte dans vos refactoring, heu, on va dire, continus, quoi. C'est une app, on l'améliore, on l'entretient en permanence. C'est pas, on n'est pas juste là, pour intervenir
quand il y a un dégât des eaux, il faut faire de l'entretien au quotidien parce que, si on ne fait pas cet entretien au quotidien, la probabilité d'avoir un dégât des eaux est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante. Voilà, c'est la petite métaphore plomberie. J'ai eu un dégât des eaux il y a quelques mois. Je ne sais pas si je suis traumatisé, peut-être. Bon, cette fois-ci, c'est fini. Je masque mon écran. Pitié, pitié que j'en ai plus besoin, ou du moins que je ne l'oublie plus. Merci en tout cas à vous toutes et tous de m'avoir suivi, bubbleuses, bubbleurs et autres. Il y a aussi des gens qui nous ont suivis tout le long et qui ne font pas de bubble. J'admire. Voilà, en vrai, je le fais aussi. Des fois, je regarde des lives d'outils que je n'utilise pas. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'une part pour la culture générale, qu'est-ce qu'on peut faire avec un outil, mais aussi parce que finalement ces bonnes pratiques, il y en a un certain nombre qui sont transposables d'un outil à l'autre. Alors tout là, c'était très spécifique Reusable Element, donc très spécifique Bubble, mais autour, il y a beaucoup d'éléments, enfin, beaucoup de points de méthode qui, eux, sont valables, qu'on code, qu'on no code, quel que soit l'outil qu'on utilise. Enfin, le refactoring continu, ça n'a rien de spécifique à Bubble. C'est vrai sur beaucoup de points. Je reste avec vous quelques instants si vous avez, vous, des astuces ou des retours d'expérience sur les Reusable Elements, que vous avez envie de partager. Si vous avez des questions aussi sur ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas. Voilà, retour d'expérience déjà, d'Arnaud, qui nous dit: «Très intéressant de partager les bonnes pratiques, hâte de voir la prochaine sur le back-end». Moi, je trouve ça génial aussi, c'est-à-dire que je trouve qu'on perd jamais son temps à partager ou à écouter des bonnes pratiques. Parce que ça permet, même si on est déjà expérimenté, ça permet de voir ce que font les autres, ça permet d'ajuster, ça permet de se poser des questions, ça permet aussi de se rassurer sur le fait qu'on fait les choses bien. C'est OK, je suis pas bizarre, je suis pas le seul à faire comme ça. Il y en a d'autres qui y ont pensé, ça marche, et c'est même plutôt considéré comme une bonne pratique. C'est plutôt, voilà, c'est plutôt sain d'avoir cette curiosité de rester à la page sur toutes ces choses-là. Alors Claire nous demande un reusable brain. Il faut le développer dans Bubble. Il y a moyen que ce soit un peu long à faire. Mais écoute, tout est possible avec Bubble. Évidemment, évidemment. Je dis pas que tout est souhaitable sur Bubble. Il y a des trucs qu'il vaut mieux pas les faire sur Bubble. Mais enfin, c'est un outil quand même chouette. On peut faire beaucoup de choses dessus. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'attends encore quelques instants, et sinon, bah, écoutez, voilà, pour le reusable element, une utilisation très intéressante est de mettre tous les workflows de sécurité et redirection dans un reusable, puis de les mettre sur toutes les pages. Ouais, les histoires de si je suis pas connecté, je vais pouvoir le faire si je suis sur telle page, etc. Alors si la condition est vraiment très spécifique à la page, on peut la mettre sur la page, mais pour tout le reste, effectivement, c'est bien de mettre ça dans un reusable. Pour les trucs qui doivent être sur absolument toutes les pages, moi je mets ça dans le header. Toutes les conditions qui doivent être dans toutes les pages, je mets ça dans le header, parce que ça, je sais que c'est l'élément qui sera sur toutes les pages. Si c'est dans un reusable à part, il y a potentiellement un risque que je l'oublie et qu'il y a une page où il ne sera pas. Et du coup, bah, c'est un peu contre-productif. Donc l'avantage du header, c'est que je sais qu'il est partout, sur toutes mes pages. Et comme ça, toutes ces conditions de... alors si le user n'est pas inscrit, ou s'il a reçu une invitation sur tel truc et qu'il n'a pas accepté, alors on doit l'envoyer sur l'écran d'acceptation. Enfin, bref, ou afficher la pop-up d'acceptation, peu importe où il est dans l'app, bah ça, c'est quelque chose qu'on fait dans des conditions ou dans des custom events, etc., qui seront sur le header. Voilà, bon, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Xavier, qui fête son anniversaire dans 4 jours, on terra son âge. Et d'ailleurs, j'en profite même pour souhaiter un bon anniversaire à Xavier. Voilà, maintenant tu n'as plus qu'à regarder le replay dans 4 jours et tu auras un bon anniversaire dans les temps. J'affiche le message d'Arnaud. Voilà, pareil, tu regarderas le replay et Arnaud te souhaitera un bon anniversaire, le bonjour à Xavier assume, il a 38 ans. C'est bien, tu assumes ton âge, papy.
Je dis ça, il n'a que 3 ans de plus que moi. Bref, bon, plus de retours, plus de questions. Et ben, écoutez, je vais rendre l'antenne. Merci à toutes et tous, hein, de m'avoir suivi. C'était, comme toujours, très cool de partager ce moment avec vous, de pouvoir, voilà, échanger sur ces bonnes pratiques. Encore une fois, les reusable elements, c'est pas une affaire de préférence, c'est une bonne pratique qu'il faut apprendre à dompter. Après, ça veut pas dire qu'il faut appliquer exactement à la lettre et tel que je l'ai présenté tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Heu, c'est aussi à chacun de trouver ses bonnes pratiques et la manière qui marche le mieux, heu, pour elle ou lui. Allez, à bientôt, très bonne fin de semaine, et puis, ben, on essaie de se faire prochainement une autre émission sur, d'autres bonnes pratiques. Ça peut notamment, effectivement, être sur le back-end ou sur la base de données ou sur il y a beaucoup de choses, hein, qu'on peut voir sur les bonnes pratiques Bubble. On essaiera d'y aller, progressivement parce qu'on voit là, même sur un sujet très, très pointu comme les reusable elements, je tiens 1 heure et demie. En même temps, je tiens 1 heure et demie sur à peu près tous les sujets. J'ai tendance à beaucoup parler. Allez, je m'arrête. À très vite.